Bonjour, merci d'être si nombreux à 9h30 du matin. Un bel exploit, on est content de vous voir. Voilà, donc aujourd'hui, on a ce sujet sur l'histoire coloniale avec la présentation de ce livre, Histoire globale de la France coloniale, que nous avons contribué à animer. Avec donc Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et puis Felwine Sarr, que je remercie d'être parmi nous. On a un petit souci, Pierre Saint-Garvelou est bloqué. Alors, c'est pas impossible qu'il arrive à venir. J'ai eu tout à l'heure au téléphone. On va croiser les doigts, mais c'est pas sûr. Voilà. Ce sera peut-être la guest star surprise de cette table ronde. Alors moi, je vous propose tout d'abord, comme je suis extrêmement paresseux, je ne vais pas présenter les invités, je vais les laisser se présenter. Ça va être beaucoup plus simple et cohérent, puis ça m'évitera de dire des bêtises. Je vais donc passer la parole à Sandrine Lemaire, mon éminente collègue. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux tôt ce matin. Donc nous sommes ravis de vous voir. Donc je suis Sandrine Lemaire, je suis enseignante en classe prépa aux grandes écoles à Reims. Et je travaille sur l'histoire coloniale de longue date avec mes collègues ici sur ma gauche, donc pour la droite pour vous. Et donc nous sommes un spécialiste, entre guillemets, de l'histoire coloniale et sur toutes ses représentations. Et je pense que c'est ce qui explique que nous sommes là ce matin, après avoir écrit, ou plutôt co-dirigé ce gros ouvrage qui est l'histoire globale de la colonisation. Pascal Blanchard, un jeune historien plein de promesses. Ça fait 30 ans qu'il fait cette vanne. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux, comme d'habitude, d'être à Blois et de vous retrouver aussi nombreux pour cette journée. L'histoire coloniale est devenue, et c'est ça qui est intéressant à voir, si on prend juste ce parcours de Blois, on l'a vu à travers les ouvrages qu'on a pu faire et la place qu'elle occupe de plus en plus maintenant au rendez-vous de l'histoire. Et je pense que c'est très significatif aussi du travail qui se fait maintenant en France et ailleurs. On le verra, je pense aussi avec Felwine, c'est pas qu'un sujet franco-français, c'est à l'échelon international. Et nous, le travail qu'on a pu faire depuis de nombreuses années ensemble, ou chacun dans des domaines différents, c'est de rechercher en profondeur dans tous les axes possibles. C'est pour ça aussi cette notion d'histoire globale nous tient à cœur maintenant, de questionner cette histoire globale, autant dans ce qu'elle a produit dans la colonisation que ce qu'elle a pu produire comme effet dans les imaginaires, ce qu'elle a pu produire dans nos sociétés, ce qu'elle continue à produire en héritage, et d'essayer de travailler le plus largement possible sur tous ces enjeux. Je me présente aussi rapidement, avant tout à Felwine. Donc Nicolas Bancel, je co-anime le groupe de recherche HAC avec mes éminents collègues à ma droite. Je suis professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne et voilà, je travaille sur les choses qui viennent d'être dites. Felwine, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Felwine Sarr, écrivain et universitaire sénégalais. Après avoir enseigné de longues années à Gaston Berger à Saint-Louis, j'enseigne désormais aux États-Unis à la Duke University la philosophie et les humanités africaines. Et j'ai écrit un chapitre dans ce livre sur la restitution des œuvres d'art. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe donc d'abord un premier tour de table. Je vais peut-être d'abord demander à Pascal et à Sandrine. Nous avons co-dirigé cet ouvrage « Colonisation de notre histoire », donc qui propose une lecture de la colonisation française. Ce qui nous intéresse ici, c'est un peu de connaître la démarche qui nous a animés pour travailler, pour construire ce livre. À chaque fois qu'on arrive en conférence, en débat, la jeune génération s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans à ces enjeux de mémoire. Et elle nous pose toujours cette question essentielle. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, les vieux historiens, sur ces enjeux? Il n'y a pas grand-chose d'écrit. Alors, déjà, on se dit qu'on est des vieux historiens ou historiennes. Et puis, on leur dit quand même que beaucoup de choses ont été écrites, que le travail a été fait. Peut-être qu'il n'a pas été assez médiatisé, parce que peut-être qu'il y a aussi des blocages dans la société pour entendre. Mais les chercheurs, les historiens, les philosophes, les sociologues, les anthropologues ont fait du très bon travail depuis 20-30 ans. La difficulté, elle a été de faire que cette histoire soit entendue, soit écoutée, parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a eu des difficultés pour avoir suffisamment de chercheurs sur ces questions. Et on s'est posé une question qui était assez simple, en fait. Pour répondre à cette demande, comment rassembler ce qui nous avait constitué comme les meilleurs travaux, ou ce qui nous semblait les meilleurs travaux, ou ce qui nous paraissait des travaux essentiels, publiés depuis 20-25 ans, des articles qui nous avaient fabriqués, comme avaient fait énormément avancer nos enjeux dans des directions extrêmement diverses. Et de cette idée, avec l'éditeur Philippe Ray, on s'est dit qu'il
ce qui serait intéressant, c'est de rassembler justement cette masse de travaux dont une partie n'avait jamais été traduite en français. Puisqu'il faut savoir que sur l'histoire coloniale française, il y a énormément de travaux en langue anglo-saxonne. Qu'il y avait des articles d'il y a peut-être 15-20 ans qui avaient encore toujours autant de pertinence de ce qu'ils apportaient, ce qu'ils nous donnaient comme savoir, mais surtout les pistes qu'ils ouvraient de réflexion. Et puis que ça permettait de croiser en un seul ouvrage pour des gens qui allaient vouloir s'intéresser à cette histoire coloniale, partir après vers d'autres ouvrages, se questionner, des enseignants par exemple, en ayant dans un ouvrage des articles de référence, garder aussi le principe non pas de fiches courtes, mais de vrais articles qui contextualisent, qui problématisent, qui montrent aussi que les enjeux sont complexes. Et puis aussi l'histoire coloniale, ne nous leurrons pas, elle n'est pas encore regardée de la même manière, ce qui est tout à fait normal, par des générations d'historiens, d'historiennes, de chercheurs qui n'ont pas forcément la même appréhension. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde, je ne suis pas d'accord avec tous les auteurs qui sont dans ce livre. Mais ce n'est pas pour autant que leurs articles, dans certains cas, ne nous ont pas fait réfléchir. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à voir, c'est qu'il y a une polymorphie du propos, il y a des approches multiples. L'histoire coloniale, c'est pas juste l'histoire de la conquête. L'histoire coloniale, c'est pas que les décolonisations. L'histoire coloniale, c'est pas qu'une histoire économique. C'est l'ensemble de ces éléments agrégés qui commencent à faire un tout et qui en font une histoire globale qui aussi est aujourd'hui, parce que maintenant il y a des générations de chercheurs sur tous les continents, et vous avez de très bons Américains, vous avez de très très bons Indiens, vous avez de très bons spécialistes de chacune de ces questions qui ne sont pas forcément français, et qui portent un regard sur le colonialisme français d'une qualité de travaux qui n'a rien, dont certains sont publiés depuis de nombreuses années et rassemblés ici. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, qu'on est capable de traverser plus de 250 ans d'histoire, de faire que cette histoire a ses lettres de noblesse aujourd'hui, c'est problématique. Il y a encore un travail titanesque à faire, et aujourd'hui il s'ouvre avec une nouvelle génération de chercheurs. C'est même une des idées prochaines. Là, en fait, on a travaillé avec toute une génération d'articles, de peut-être faire appeler pour le 2e tome des chercheurs de moins de 30 ans, qui ouvrent des champs complètement différents. Et c'est ça, en même temps, que l'histoire coloniale est en train de démontrer, c'est que c'est une histoire pleine. Je le disais l'autre jour à un homme politique français qui, a priori, ne connaissait pas beaucoup son histoire de France, ce qui n'est pas une surprise. Et je disais, l'histoire coloniale va bientôt fêter ses 5 siècles. En 2034, nous commémorons le 5e siècle de l'entrée de la France dans une dynamique coloniale. 5 siècles d'histoire, vous doutez bien que ce n'est pas un simple livre qui pourra les résumer. Et nous ne sommes, en fin de compte, que dans les prémices de comprendre les effets de cette histoire, à la fois sur le temps passé, certes, sur ce qu'on peut appeler le temps maintenant qui nous sépare des dernières grandes vagues d'indépendance, mais aussi tous ces effets à l'échelle monde, aujourd'hui, de ce qu'a été l'histoire coloniale. Merci beaucoup, jeune chercheur, qui a déjà pas mal dit de choses, donc je vais essayer de donner d'autres éléments sur ce qui a présidé à nos choix dans cet ouvrage. Comme le disait Pascal à l'instant, effectivement, on a une dimension multigénérationnelle. Et ça, je pense que c'est assez intéressant dans l'ouvrage, donc, qui rassemble des articles fondateurs. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi bien ceux qui nous ont inspirés et même qui nous ont aidés à devenir de bons chercheurs, donc nos grands maîtres. Et là, c'était une façon pour nous de leur rendre hommage. Et je pense que c'est important aussi de savoir qui nous a enseigné et qui nous a ouvert l'esprit critique. Et si on arrive à générer de l'esprit critique chez tous nos lecteurs lorsqu'ils pourront piocher dans cet ouvrage, alors je pense qu'on aura gagné. Je crois que c'est le leitmotiv de chaque enseignant d'histoire. Et donc, vous retrouvez les plus anciens, pour être gentils, qui ne sont plus en activité, jusqu'à des plus jeunes. On a déjà des articles de jeunes chercheurs. Donc ça, c'est la première idée. Ensuite, on a aussi des articles, et c'est en cela que finalement, ils nous ont pas tant formés que cela, parce que nous sommes des historiens de ce qu'on appelle la 2e colonisation, la colonisation contemporaine, celle qui commence au 19e siècle. Or, vous trouverez dans l'ouvrage un ensemble d'articles sur la première colonisation, celle que Pascal relevait à l'instant, parce qu'il nous a semblé important, quand on était jeune étudiant, on voit bien que, et c'est aussi un des objets de l'histoire, on voit bien que l'histoire est extrêmement cloisonnée. C'est-à-dire que quand on a eu la chance, qui est extrêmement rare, donc c'est une vraie chance, d'avoir eu des cours sur l'histoire coloniale dans les universités, elles sont sur la colonisation contemporaine ou la première colonisation, mais on n'établit pas de lien entre les deux. Et nous, dans cet ouvrage, c'est ce qu'on a voulu faire, montrer que, en réalité, il n'y a pas de rupture
réel entre ces colonisations et qu'on peut trouver des fils conducteurs. Et là, on laisse évidemment libre cours à des lecteurs de trouver aussi d'autres fils conducteurs que nous, on aurait pu voir. C'est également un ouvrage qui rassemble, enfin qui est presque, je dirais, multispatial. C'est-à-dire qu'on va pas et on n'étudie pas seulement, vous ne trouvez pas dans ces articles uniquement des articles sur l'Afrique, par exemple. Mais vous en trouvez sur l'empire colonial français aux Indes, en Asie, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un enrichissement, d'essayer de couvrir, même si, vous l'imaginez bien, vu le volume qui est déjà assez conséquent, on ne peut pas être exhaustif. On a cherché, un des éléments qui vraiment a motivé notre recherche, c'est d'essayer de couvrir l'ensemble de l'empire colonial français. Et puis enfin, comme l'a déjà presque évoqué Pascal, c'était l'idée d'être polyphonique, c'est-à-dire ne pas avoir une lecture franco-centrée de l'histoire de France. Et ça, je pense que c'est un leitmotiv aujourd'hui de toutes les histoires globales, de montrer que on peut avoir des chercheurs de l'ensemble du monde qui ont d'autres regards, qui interpellent, et que c'est absolument nécessaire, effectivement, d'avoir ce regard. Pourquoi ? Parce que si on en reste à de l'histoire franco-centrée ou européocentrée ou occidentalo-centrée, de fait, on manque des pans entiers de réflexion qui sont nécessaires. Donc voilà l'idée de l'ouvrage. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, je vais donner la parole à Felwine Sarr. Alors, Felwine Sarr, vous avez participé aussi à cet ouvrage. Et comment vous vous intéressez évidemment beaucoup à l'histoire coloniale. Vous êtes l'auteur de ce rapport avec Valérie Savoie sur le retour des biens culturels. Comment vous percevez, vous, cet intérêt, ce renouvellement historiographique qu'on trouve aujourd'hui sur l'histoire coloniale, pas seulement française d'ailleurs, mais l'histoire coloniale globale? Je le trouvais important parce que je pense que l'une des problématiques qui se posent à partir du continent, c'est les jeunes nations africaines indépendantes à partir des années 60. Le poids de l'histoire coloniale récente est très important. Très important dans les représentations, très important dans la vie économique, très important dans la tentative de compréhension de qui nous sommes, où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est une question qui nous agite et qui nous traverse et avec laquelle on a toujours à faire. Et donc du coup, le reproche que l'on faisait à la France en général, c'est de dire qu'elle n'enseignait pas assez cette histoire-là dans ses lycées, dans ses classes. C'est le reproche classique que l'on fait et qu'il y avait un ensemble de malentendus liés à une sorte d'amnésie volontaire ou de déni ou un refus de la regarder dans sa complexité. Et aussi un refus de comprendre que les dynamiques contemporaines liées à la présence des premières, secondes générations en France, de ce qu'on appelle les immigrés, est liée à cette histoire. Une lecture du fait migratoire et une lecture de ce que j'appellerais la relationnalité globale qui lierait le continent africain, l'Europe et la Méditerranée. Et que le fait historique qui est entre les deux était un élément important. Et que le travail il ne pouvait pas être simplement fait de notre point de vue à nous. Il fallait aussi que de l'autre point de vue, que le travail soit aussi fait pour mieux comprendre cette histoire-là et surtout de comprendre que c'est une histoire globale. Ce qui se passe au Cayor au XIXe siècle, au Royaume du Sénégal, est lié aux dynamiques qui se passent en Europe et vice-versa. Et donc, du coup, qui est une entreprise de ce genre plurielle, transversale et qui veut centrer une pluralité de regards sur ce fait-là est absolument salutaire et importante. Et qui est aussi une historiographie qui vient des États-Unis, des Indiens, qu'on s'occupe des Asies et qu'on montre que tout ceci est interconnecté et lié et qu'une perspective globale elle est intéressante puisqu'elle est complexe et qu'elle pluralise le regard. Et souvent, c'était ça l'un des grands problèmes, le regard pluriel. Comment sur cette histoire-là, on est en mesure d'articuler plusieurs récits et des perspectives différentes, quoi. Donc voilà. Et puis, la question des objets, elle est liée aussi à cette histoire. Pourquoi les objets sont arrivés ici? Qu'est-ce qu'ils font dans les musées? Dans quelles conditions ils ont été pris? Donc c'est lié aussi au fait colonial. Donc c'est intrinsèquement enchevêtré. Donc toutes ces questions-là, y compris l'histoire économique, donc tous les débats aujourd'hui qui agitent l'Afrique de l'Ouest, y compris, je veux dire l'actualité récente, les Français qui doivent quitter le Niger, c'est lié aussi à cette histoire-là. Il y a un remous dans la salle. C'est bien, ça, le débat aura lieu, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Felwine. Je crois que justement, ça me permet de rebondir sur ce que Felwine Sarr vient de dire sur l'histoire globale. C'était aussi le thème, évidemment, de ce livre, et c'était
je dirais aussi une thématique historiographique très importante aujourd'hui. Alors on peut appeler ça l'histoire globale, l'histoire connectée. Il y a plusieurs courants historiographiques qui se disputent un peu le champ du savoir. On pourrait rajouter les post-colonial studies qui sont d'origine un peu plus ancienne. Mais tout ça forme quand même la matrice d'un renouvellement du regard dont Felwine Sarr vient d'esquisser, je dirais, le canevas. Je vais m'adresser, peut-être retourner sur Sandrine. Cette histoire globale, justement, ces regards croisés, ces interconnexions entre empires, qu'est-ce que ça nous apporte de différent, de nouveau, d'intéressant pour nous dans, je dirais, dans notre compréhension de l'histoire coloniale? Alors, c'est une difficile question. Vous êtes prêts pour 2 heures de cours? Non, rapidement. Évidemment, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, quand on réfléchit à plusieurs, on a donc plusieurs cerveaux et on est donc plus intelligents et plus productifs. Je dirais que ça pourrait résumer l'apport que cette histoire globale peut amener quand on étudie un champ de recherche, et que, pour certains, peut-être vous le savez, ou d'autres vont s'y lancer dans la recherche, quand on est enfermé seul sur un sujet de recherche, on peut ne pas voir de choses, et un éclairage extérieur peut vous l'amener. Et je pense que c'est exactement ça, c'est l'idée de éclairage extérieur. Et puis surtout, quand on regarde l'histoire coloniale, c'est particulièrement intéressant parce que pendant très longtemps, finalement, en tout cas pendant la période coloniale jusqu'aux décolonisations, c'était une histoire, et c'était extrêmement intéressant dans les titres que l'on pouvait trouver, et des ouvrages, et surtout dans les contenus. C'était une histoire de la plus grande France. C'était l'histoire de la France où le soleil ne se couche jamais, l'histoire de la France aux 110 millions d'habitants, l'histoire de la glorieuse France universelle qui exporte toutes ses valeurs, et en particulier la liberté et l'égalité. Cette histoire n'a jamais, ou très peu, été contestée pendant la période coloniale. On avait effectivement des écrits, des historiens qui avaient des regards, non pas finalement anticoloniaux tels qu'on pourrait l'exprimer aujourd'hui, mais qui mettaient en avant quelques excès de la colonisation, quelques excès violents par exemple, qu'il aurait fallu lisser pour que cette colonisation soit parfaite. En réalité, donc, on avait des gens qui, je le crois sincèrement, ce n'est pas un procès d'intention, mais pensaient, dans le cadre universaliste des valeurs françaises, apporter le progrès, la civilisation aux colonies. Et donc, il y avait cette matrice, lorsqu'ils écrivaient, qui était essentielle pour eux. Et puis, tout de suite après les décolonisations, et ce qu'on montre dans l'ouvrage, Les décolonisations françaises, que nous avons coécrit avec Nicolas et Pascal, c'est que ces décolonisations, elles sont beaucoup plus éparpillées dans le temps que ce que l'on veut bien enseigner dans les manuels scolaires. On ne s'arrête pas ni à la Syrie, ni au Liban, ni aux dernières décolonisations aux Indes. Donc, après les grosses décolonisations des années 50-60, on a une lecture, une historiographie qui est un peu plus marxiste, et qui, pour le coup, prend un angle critique sur la colonisation, mais qui est aussi très marqué. Alors, on sait que l'historien doit tendre à l'objectivité, qu'on n'est jamais totalement objectif, qu'on est toujours le fruit d'une culture. Et je pense que ce qu'apporte l'histoire globale, c'est d'essayer précisément de se décentrer. Nous, on peut regarder en tant que produit d'une ère culturelle, on peut tenter de regarder depuis la périphérie, et ça nous aide, et effectivement ça nous enrichit, mais à faire en sorte que la périphérie nous regarde également, et c'est toujours beaucoup plus intéressant, beaucoup plus productif pour cette histoire. Pascal, peut-être un complément là-dessus? Oui, plus qu'un complément, d'être aussi dans une dimension assez critique de notre sujet. C'est-à-dire que l'histoire coloniale, vous pouvez l'appréhender, ce que vient de dire Sandrine, par les faits, la colonisation. Puis vous pouvez l'appréhender sur les faits de cette colonisation. Puis vous pouvez l'appréhender sur les imaginaires qui ont accompagné cette colonisation. Par exemple, de se poser la question, mais comment les opinions publiques, et pas qu'en France, au Japon, dans les empires coloniaux européens, voire d'intégrer la Russie comme une réflexion impériale ou l'Empire ottoman, comment les opinions publiques peuvent le valider? Et puis après, vous pouvez basculer, comme le disait Lilian Thuram hier sur une conférence, ne plus être dans le bateau avec Christophe Colomb, mais être sur la plage.
C'est quoi être sur la plage et regarder le bateau arriver? Alors déjà, vous découvrez que Christophe Colomb n'a rien découvert, parce qu'on ne découvre pas un continent, il y a 60-70 millions d'habitants. Généralement, si quelqu'un rentre ici, il dit « Oh, j'ai découvert l'amphi », tout le monde rigole. Donc on peut imaginer qu'ils n'ont pas forcément beaucoup rigolé très longtemps sur les plages, mais que regarder depuis la plage, ça n'a plus rien à voir comme récit. Et puis de regarder des choses qui au départ ne faisaient pas partie de l'histoire coloniale en tant que telle. La culture populaire, le théâtre, le cinéma. S'intéresser à Pepe le Moko, c'est pas juste s'intéresser au cinéma français des années 30. C'est de comprendre comment une opinion publique se fabrique une matrice, une identité. Nous qui avons travaillé sur les zoos humains, on sait l'effet produit qu'ont eu les zoos humains sur des générations de gens. On l'avait remarqué quand on avait travaillé sur l'opinion publique. 96% des Français qui ne vivent pas dans l'Empire à plein temps, pour faire simple, n'avaient jamais été aux colonies avant 1950. Ok, donc on peut dire qu'ils n'ont aucun effet par rapport à la colonie. Mais c'est rien comprendre à ce qu'est l'histoire coloniale. L'histoire coloniale en France, elle existe. Les manuels scolaires, l'imaginaire, le cinéma, les zoos humains, les grandes expos coloniales. Donc vous fabriquez un imaginaire. Et puis il y a eu les troupes coloniales qui sont venues. Puis, pour en parler, les objets qui occupaient le présent, nos musées, qui étaient mis en scène avec un certain discours. L'autre, en fin de compte, n'était pas invisible. Quand il est dans les tranchées, 660 000 hommes arrivent des quatre coins de l'Empire pour la Première Guerre mondiale. Ça vous fait une relation. Donc en fait, on se rend compte que, même loin de l'histoire coloniale, quand vous rentrez par ces interstices du récit, vous êtes dans le récit colonial. Et puis à un moment, on avait séparé, on continue d'ailleurs à séparer dans nos manuels scolaires très souvent et trop souvent, ou dans la manière de penser cette histoire comme une histoire à part. Elle serait à la marge de l'histoire nationale, elle serait en périphérie de l'histoire de la République, elle serait à côté, c'est pas la même. Pas du tout. Elle est totalement en interaction. C'est-à-dire, ne pas comprendre la Troisième République sans la conquête coloniale, ne pas comprendre le Second Empire de Napoléon III sans le rêve du royaume arabe, ne pas comprendre les débats de la Révolution française sur le statut de l'hôte, des terres coloniales et de l'esclave, ne pas comprendre la Quatrième République qui est la plus longue guerre française, parce qu'il y a deux manières de regarder les indépendances. C'est il y a eu des conflits aux colonies. Et puis il y a la plus longue guerre française du XXe siècle commence en 1944 et se termine entre 62 et 67. Ça dépend si vous la regardez depuis la Guadeloupe et Djibouti ou depuis l'Algérie. C'est la plus longue guerre. Ça change tout. Nous, dans nos manuels scolaires, quand on les ouvre aujourd'hui, il y a écrit les 30 Glorieuses. Est-ce que les 30 Glorieuses sont valables pour le Cameroun, de l'UPC? Est-ce que les 30 Glorieuses sont valables pour l'Algérie? Est-ce que les 30 Glorieuses ont du sens pour l'Indochine? Est-ce que les 30 Glorieuses pour Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, 76, ça fait sens? Non. Ça veut dire que d'un seul coup, vous vous obligez à travailler d'une manière globale aussi dans vos questionnements. Et puis l'approche dans cette histoire globale d'un discours qui, des fois, peut être très conflictuel. Parce que, par définition, quand vous regardez un fait des deux côtés du miroir, et je trouve que l'idée du bateau que Lilian développait hier est très intéressante, parce que d'un seul coup, elle oblige à se poser des questions complètement différentes. Et puis, au final, de travailler sur ses héritages. La perception... Felmin disait tout à l'heure, et Achille Mbembe a dit il y a peu de temps, qu'on vivait peut-être la deuxième vague des décolonisations actuellement avec ce qui se passe en Afrique. Et à mon avis, c'est loin d'être terminé. Ça va être complexe, long, et on va voir comme ça des choses. Si on veut comprendre ce qui se passe actuellement en Afrique, dans les relations France-Afrique, voire même Europe-Afrique, bien sûr qu'il y a toute cette genèse de ce qui s'est passé avant, mais aussi les effets, par exemple, la mémoire a fonctionné depuis. Parce que la France a un problème aussi dans la manière dont elle écrit ce récit, ce qu'expliquait Sandrine tout à l'heure. On est dans un pays où cette histoire coloniale n'est pas encore une histoire comme les autres. Et puis nous, on vient de cette génération d'entre-deux. Beaucoup de nos professeurs avaient un rapport personnel avec cette histoire. C'est assez étonnant, mais c'était comme ça. Et nous, la première chose qu'on nous a dit, travaillez sur l'histoire coloniale, les gars, ou les jeunes filles, nous étions jeunes à l'époque, Sandrine, vous allez bien galérer pour avoir des postes. Parce que dans ce pays, travailler sur l'histoire coloniale, et quelques-uns ici le savent, puisque, messieurs, si je ma mémoire est bonne, vous travaillez un peu à l'étranger, et pas beaucoup en France, parce que les postes... comme par enchantement, sont plus nombreux sur ces enjeux hors de France qu'en France. Donc quand vous ne fabriquez pas une élite qui pense une des problématiques de la nation, alors elle le pense ailleurs, puis lui il ne reviendra pas de Lausanne, et lui vous ne le ferez pas revenir en France sur un poste. Et nous, on n'est pas directement dans cette université française aujourd'hui, ici. Je travaille avec lui à Lausanne. Pourquoi? Parce que aussi cette histoire, elle a, par définition, eu du mal à trouver sa place dans l'institution de la recherche, comme si elle n'avait pas des lettres de noblesse, et que l'histoire coloniale était peut-être le parent pauvre. Tout ça est en train de changer. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle génération qui, quelque part, est le fruit de cette histoire, et pas forcément parce qu'elle est issue des immigrations dont on parlait tout à l'heure avec Felwin. Parce qu'elle considère que cette histoire est son histoire. Oui, je crois que c'est Pascal,
très important ce que tu viens de dire, évidemment, je partage totalement, parce qu'on voit en fait que l'une des difficultés qu'on a eues, peut-être notre génération de chercheurs à nous, c'est de faire comprendre que l'histoire coloniale n'est pas une histoire lointaine, c'est une histoire qui est en fait une histoire qui concerne aussi bien les pays colonisés que les pays colonisateurs. Et je ne vais pas redire ce qu'a dit Pascal, mais c'est fondamental, parce que ça nous réinterroge sur la manière qu'on a de considérer notre histoire nationale, et même notre histoire européenne. L'exemple des zoos humains est un très bon exemple. Les zoos humains, ça ne concerne pas que les métropoles coloniales. On en trouve dans des pays européens qui ne sont pas des pays colonisateurs, mais qui sont touchés par cette culture de la colonisation. C'est ce qu'on a appelé, nous, la culture coloniale. C'est le cas notamment en Suisse. C'est tout à fait fascinant de voir que même la thématique coloniale en Suisse, qui, il y a jusqu'à encore, je dirais, une dizaine d'années, était mais totalement ignorée. C'est-à-dire que pour les Suisses, le récit national, c'est quoi ? Nous, on n'a rien à voir avec la colonisation, on n'a rien à voir avec l'esclavage, donc tout va bien. Mais en fait, quand on creuse, bien sûr que si. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'entreprises suisses qui ont participé et à l'esclavage et à la colonisation. Il y a eu des colonies suisses à l'intérieur de territoires colonisés par d'autres nations colonisatrices. Mais aussi parce que la Suisse a été imprégnée par tout cet imaginaire, la circulation des images, les expositions, les zoos humains, même les expositions internationales comprennent des pavillons coloniaux en Suisse. On en a à Genève, par exemple, en 1924, on en a à Lausanne en 1906, etc. etc. Donc, c'est très intéressant parce que ça nous invite à revisiter vraiment cette histoire occidentale, et pas seulement occidentale, parce qu'on pourrait rajouter, c'est vrai, les États-Unis, le Japon, qui sont dans un mouvement, en tout cas, connecté avec ce qui se passe en Europe. Après, la question que je me pose, et je vais m'adresser à Felwine, c'est aussi que l'histoire coloniale permet de réinterroger aussi les dynamiques qu'on trouve dans les pays colonisés, qui ne sont pas seulement, tu l'as dit, des dynamiques politiques. C'est aussi des dynamiques qui concernent la transformation des sociétés colonisées, évidemment. Il y a un très célèbre texte qui date de 1950, donc ça ne date pas d'hier, qui s'interrogeait justement sur en quoi la colonisation est en train de transformer les pays colonisés. Et ces dynamiques-là, il y a des dynamiques de résistance, bien sûr. On le voit à travers l'histoire politique, notamment, que les pays colonisés ne sont pas évidemment inertes devant la colonisation. Il y a des résistances, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas que des résistances. Si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, qui est peut-être celui que je connais le mieux, on voit aussi que la colonisation qui a duré parfois presque un siècle, si on prend l'Afrique de l'Ouest, c'est entre, disons, 80 ans et un siècle, il a fallu qu'il y ait des formes d'accord aussi qui s'opèrent entre des fractions de la population colonisée et le colonisateur. Sinon, la colonisation n'aurait pas été possible. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi, parfois, même souvent, des adhésions au discours colonial. Le discours colonial comme une espèce de fabulation, de mirage, d'utopie, auquel certains ont pu adhérer. Et c'est ce qui rend aussi les décolonisations compliquées en Afrique de l'Ouest, me semble-t-il, parce qu'il y avait aussi non seulement des intérêts personnels, des rapports incestueux entre on va dire, le pouvoir français et puis les élites qui étaient placées au pouvoir après les indépendances, mais aussi parce qu'il y avait l'imposition, il y avait un modèle métropolitain qui avait été incorporé comme désirable. Oui, donc, et c'est compliqué. Et c'est ce qui rend la situation aujourd'hui peut-être si complexe. Et ça aussi, ça fait partie de l'histoire globale. C'est comment toutes ces évolutions dans les pays européens, enfin, on va dire les pays occidentaux, les pays du Nord et les pays colonisés, interagissent et créent ces situations qui sont parfois ambiguës, il faut le dire, violentes aujourd'hui, mais aussi ambiguës. Felwine, je te laisse la parole. Je vais être un peu critique sur ce point. J'emploierais le terme accommodement plutôt qu'adhésion. Je veux dire, le fait colonial arrive, il est violent, il est brutal. Je veux dire, il faut le rappeler. Mais pour durer dans le temps, il faut bien que les gens fassent contre mauvaise fortune bon cœur, donc acceptent un état de fait et sachent que cet état de fait va durer et s'accommodent et trouvent les moyens de s'accommoder d'une situation. Le travail me forcer, etc., etc. Et puis le fait colonial a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la préparation, donc on produit une idéologie, la mission civilisatrice. Il y a l'étape de la conquête elle-même, donc les militaires, les marchands, l'administration. Et il y a le moment où il faut être là, donc s'implanter. On produit des élites dans les écoles de chefs. On met en place
un projet assimilationniste. Et un certain nombre d'élites estiment, donc sont séduits, effectivement. Il y a une puissance séductrice de ce qu'on leur propose, adhèrent, et on procède à des épistémicides. On convainc une élite que ce qu'on vous propose en termes de projet civilisationnel est préférable, et on lutte contre un univers de référence, de sens et de valeurs qui existe déjà dans la société. On arrête des institutions qui produisent des réponses aux questions que se posent les sociétés, on en amène d'autres, et donc du coup, effectivement, ça devient complexe. Ça devient complexe puisqu'il y a une interface et puis il y a une interface qui veut s'assimiler, puisque dans son statut de colonisé, elle voit ses droits qui lui sont reniés, mais si elle devient citoyenne, donc elle revendique l'égalité, en revendiquant l'intégration dans un univers légal, législatif, dans une citoyenneté. Au Sénégal, il y avait ce qu'on appelait les 4 communes. Si vous étiez né à Rufisque, à Saint-Louis, à Dakar, dans ces lieux-là, vous étiez citoyen français, et les autres étaient des indigènes, donc soumis au travail forcé. Donc bien évidemment, les individus qui veulent se voir octroyer plus de droits vont vers le projet assimilationniste. Donc du coup, mais bon, ce que je trouve intéressant au fond, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe, c'est que finalement, bon gré mal gré, il y a une forme de synthèse culturelle obligatoire. C'est-à-dire qu'on est obligé de rencontrer un des visages de la culture de l'autre et de faire avec. Aujourd'hui, je parle français parce que je suis dans un sujet post-colonial. Je suis né dans les années 70, je suis né dans un pays où le français est la langue officielle. C'est un fait d'histoire. Et je me retrouve à l'école primaire en train d'apprendre le français et en train d'être instruit et construit intellectuellement mes humanités en langue française. Que je le veuille ou pas, c'est comme c'est le fait. C'est le produit de l'histoire. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je trouve intéressant dans ces humanités, je le rejette du fait que la rencontre a été violente, ou est-ce que je suis dans un processus d'assimilation créatrice, ou est-ce que je suis dans un processus de synthèse culturelle? Et ça, je dirais que dans beaucoup d'espaces, la synthèse, elle s'est faite, et ça rend la question intéressante et délicate, y compris la question de la langue française. On continue à nous demander pourquoi est-ce qu'on écrit en français, est-ce que c'est notre langue, etc. Et je pose la question de savoir combien de temps il faut parler une langue pour que cette langue devienne votre langue. Est-ce qu'au bout d'un siècle, on considère que c'est suffisant? Donc du coup, je pense que ces dynamiques-là, il faut en révéler la complexité, mais il ne faut jamais oublier quand même que ce n'était pas de gaieté de cœur que ce processus il s'est fait, et qu'il y a eu des processus d'accommodement plus que d'adhésion. Et puis, parce qu'en disant cela, on pourrait avoir le sentiment que c'était quelque chose de doux, de subtil. Je veux dire, on peut adhérer à plein de propositions culturelles, mais ça dépend comment elles arrivent, dans quelles conditions elles sont faites, etc. J'adhère à des propositions culturelles qui viennent du Japon, parce que je n'ai pas d'histoire violente avec le Japon. Et je suis beaucoup plus à l'aise d'adhérer à leurs arts martiaux, au bouddhisme zen, etc. Parce que ça ne m'a pas été imposé par la force avec le canon ou la chicotte. Le rapport avec une rencontre violente est différent. Même si, après la rencontre, l'esprit humain se rencontre. Je veux dire, on est obligé d'être dans un espace de synthèse culturelle. Mais ça, je vais un peu trop vite. Parce que souvent, même un auteur comme Senghor, on lui reproche d'avoir été avant-gardiste, d'avoir été un promoteur de la civilisation de l'universel, alors qu'à l'époque, il y avait des revendications identitaires de justice coloniale qui étaient prépondérantes chez d'autres. Et Senghor était déjà dans l'étape d'après. Il était déjà dans la réconciliation, dans l'humanisme transgénérationnel, etc. Donc je pense qu'il y a plusieurs séquences et que chaque séquence mérite qu'on s'y attarde et qu'on porte un regard aigu et complexe. Donc ça n'empêche pas, à la fin de la séquence, de dire que finalement la question qui se pose fondamentale, c'est comment on fait communauté humaine et comment, à travers ces histoires-là, on continue à construire la grande relationnalité et la grande identité de la communauté humaine en dépit de ces histoires-là, puisque elles ne sont pas singulières, elles ont été dans plusieurs espaces, et puis ça n'a pas empêché justement les communautés de se reformer. Mais je pense il y a des termes qui résonnent différemment. Si vous nous dites que on a été séduit, je dirais non, on s'est accommodé. Oui. Je crois que c'est une très bonne précision et tu as entièrement raison. Et c'est vrai que quand je pensais à ça, le terme séduction est pas bon, accommodement est bien mieux. Je pensais effectivement aux élites, en fait, à celles qui ont été formées, qui vont prendre le pouvoir en 1960, où là, il y a des proximités, on va dire, culturelles qui se sont produites. Senghor, c'est un très bon exemple. Mais tu as raison, les termes sont importants. Et ça me permet justement de renverser un petit peu les perspectives, parce qu'évidemment, on ne doit pas oublier
c'est quand même le fait numéro 1 que la colonisation est un acte de violence. Généalogiquement, c'est un acte de violence, c'est une violence continue. D'ailleurs, même l'accommodement dont on parle, c'est aussi une forme de violence, évidemment. Et vous savez que le thème du festival, vous le connaissez, c'est les vivants et les morts. Donc j'avais un peu l'idée un peu provocatrice peut-être de vous poser cette question. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ce thème. Comment on peut appréhender la question de la violence justement dans le système colonial? On a fait un livre, comme Pascal l'a dit, sur l'histoire des décolonisations, où la question de la violence est, je dirais, prépondérante, en tout cas structurante de notre réflexion. Ce qui est complexe dans la violence coloniale, c'est qu'elle est multiforme. On arrive assez bien à la cerner, parce que d'ailleurs tout le monde sait ce qu'est un moment de conquête. Donc je pense que dans la tête de beaucoup d'entre nous, on imagine ce qu'est une guerre de conquête. Sauf que la conquête a été elle-même fabriquée en termes d'imaginaire, d'une certaine manière, comme une gloriole impériale, si on prend le cas français, mais le cas japonais, tu parlais du Japon tout à l'heure, le Japon, que je rappelle, à un moment est devenu le second empire colonial au monde, l'Amérique l'a fait aussi avec la conquête des Philippines, par exemple, et toutes les puissances coloniales savent parfaitement fabriquer un imaginaire, non pas doux, mais par exemple, dans un conflit colonial, au XIXe siècle, on ne disait jamais le nombre de morts africains, le nombre de morts indo-chinois, le nombre de morts indiens. Ce chiffre-là n'existe pas. Reconnaître un chiffre de la mortalité en face des personnes conquises, ce serait déjà les faire rentrer dans l'humanité. Donc vous n'allez pas commencer du mauvais côté de la barrière, il faut être clair tout de suite. Et puis après, il y a un temps qui paraît un temps de non-violence. C'est ce temps entre la conquête et les décolonisations. Il est pourtant violent. C'est les bagnes. Quand vous regardez ce qu'a été le bagne de Poulon-Condor, par exemple, en Indochine, on connaît tous, nous, nos bagnes guyanais, mais les bagnes à l'intérieur des territoires coloniaux pour les populations coloniales, les durées de vie du bagne de Poulon-Condor, c'est entre 6 et 8 semaines. On se dit, ah oui, puis ça a duré un peu quand même en Indochine. Et puis vous avez une violence au quotidien. On a travaillé ensemble avec Sexe, Race et Colonie sur la violence sur les corps. Aujourd'hui, on se dit, et c'est ça aussi, c'est des travaux très nouveaux qui commencent à arriver, parce qu'il n'y a pas d'archives. Parce qu'une jeune femme, du temps des conquistadors, de l'Empire portugais ou de l'Empire français, n'allait pas porter plainte dans un commissariat quand les corps étaient violentés. D'ailleurs, nous, chercheurs, nous n'avons pas de sources, très peu de sources écrites quand on veut travailler sur 5 siècles de domination sur les corps, puisque le colonisateur considère que la terre lui appartient, que l'âme du colonisé lui appartient, pour les missionnaires, mais que le corps, notamment des femmes, lui appartient. Et regardez toute l'allégorie coloniale, tout l'imaginaire sur engage-toi dans la coloniale, généralement, vous avez un cactus, un chameau et une femme. Et généralement, un militaire colonial comprend très très vite le message. Il sait ce que l'Empire va lui offrir. Sauf que de l'autre côté de ce récit, ces récits ont totalement déstructuré par une violence permanente les sociétés. Et puis vous avez la violence, celle-là on la connaît beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'elle a, à un moment, interféré non plus comme une affaire de spécialistes, mais qu'il y a eu par exemple les appelés, qui ont été en Algérie. Et aujourd'hui, en France, il y a 8 millions de personnes qui sont descendants de soldats français qui ont fait la guerre d'Algérie, non pas en tant que professionnels, mais en tant qu'appelés. Et puis, vous avez les décolonisations se sont accompagnées. C'est pour ça qu'on a pu faire un film sur France 2 qui s'appelle « Décolonisation du sang et des larmes », parce qu'à la différence de la conquête coloniale qui n'a pas d'image d'archives au sens filmique, et le film, vous le savez comme moi, en vidéo, en archives d'époque, permet de pouvoir avoir un récit beaucoup plus proche pour le public, les indépendances, elles, ont produit de l'image. Et beaucoup d'images. Et des milliers d'heures d'images. Donc quand on a travaillé sur les décolonisations, on peut rendre beaucoup plus réel, je dirais, quand je dis réel, irréel et réel, ce qu'a été cette violence coloniale. Et encore, on commence seulement maintenant à découvrir des archives qui, pendant des fois 20 ans ou 30 ans, nous ont été interdites. Avec la commission que vient de mettre en place Emmanuel Macron sur le Cameroun, on est en train de découvrir des archives à l'armée, par exemple. L'armée a tout filmé sur la guerre du Cameroun. Vous savez, la guerre du Cameroun, c'est celle que François Fillon disait dans la campagne de 2017 qu'elle n'a jamais eu lieu. Oui, il devrait apprendre l'histoire de France. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu la campagne, d'ailleurs. La guerre du Cameroun a produit beaucoup d'images. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de l'armée française, c'est la seule victoire coloniale française au moment des indépendances. Alors nous, ça nous paraît abstrait, ce qu'on dit. Non, oui. Yombe ne gagne pas, l'UPC perd, le pouvoir est donné à des proches de la France. L'armée française vous dit encore aujourd'hui, ah, on a perdu l'Algérie et l'Indochine, ok, mais on a gagné le Cameroun. Et la guerre a duré jusqu'en 71, aux côtés d'Ahidjo et le pouvoir. Et là, ils ont tout filmé. Sauf qu'on commence à peine à voir ces archives. Les archives de la guerre d'Algérie, vous les connaissez, vous les avez vues dans beaucoup de documentaires. D'un seul coup, donc cette violence dont on parle, elle n'est pas du tout abstraite.
Ici, si on demande à chacun d'entre vous comment se sont passées les indépendances, vous savez qu'il y a de la violence dans les indépendances. Et la notion de mort et vivant, comme tu dis, elle est extrêmement concrète. La torture, tout le monde sait de quoi on parle. Et on vient de reconnaître, là, récemment, avec le rapport Stora, justement des actes de torture et la mort de certains, mes copains, par exemple, pendant la guerre d'Algérie. Donc, cette notion de violence, elle n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle est pour certains moments de l'histoire coloniale, mais elle est très marquée. Et cette violence, elle est, par définition, aussi complexe. Parce qu'elle n'est pas que la violence, vous le savez bien, quand vous vous libérez de quelqu'un qui vous occupe, la violence, elle est des deux côtés. C'est ça qui est compliqué. Parce que par définition, bah oui, placer des bombes, c'est violent. Et on l'a vu dans le film qu'on a fait Décolonisation, quand il y avait cette jeune femme qui avait placé une bombe, et l'autre jeune femme qui avait perdu une jambe en Algérie, à Alger, de cette bombe placée. Et qui acceptaient d'ailleurs toutes les deux de parler dans le même documentaire, ce que moi j'ai trouvé totalement exceptionnel. Voilà. Parce que ça permet aussi aujourd'hui de commencer à aussi pouvoir expliquer comment, par exemple, des jeunes appelés qui n'ont rien à faire avec l'Algérie, avec l'Empire, qui n'y ont jamais été, peuvent arriver à un moment à dépasser toutes les limites de l'humanité. Et non pas eux en tant qu'individus, hein, mais en tant qu'atout collectif. Comme s'il y avait un droit, ou comme s'il n'y avait plus d'humanité en face, comme si on avait fabriqué ce droit de. C'est vraiment une question qui se pose à n'importe quelle société. On voit bien que ce n'est pas valable que pour la France. Si on regarde ce qui s'est passé en Irak, par exemple, avec l'armée américaine, rassurons-nous, on aura à peu près la même démonstration. Mais ça interroge par rapport à la manière dont on doit percevoir justement ce rapport à la violence et ce rapport à la colonisation et à la décolonisation. Et je le dis bien. Je disais à des étudiants l'autre jour qui parlaient de la torture. Je leur dis, mais attention, ce que je vais vous dire, vous devez réfléchir à cette question sous cette forme-là. La torture est un acte normal dans un système anormal. Ce n'est pas l'inverse. Torturer en situation coloniale n'est pas une exception. Je refais la formulation, c'est dans la colonisation, la torture, la violence sur les corps, la non-légitimité du droit, le fait que l'autre n'a aucun droit, c'est la norme. C'est donc la torture n'est pas surprenante en guerre d'Algérie ou en guerre d'Indochine. Elle fait partie d'une forme de mécanisme. Ce qui nous surprend, nous, c'est que certains se sont levés des deux côtés du miroir colonial contre la torture, en considérant, et rappelez-vous ces textes des années 56, 57, 58, qui disent que la France, et son armée et sa police se comportent comme la Gestapo, de grands intellectuels de l'époque. C'est là le questionnement. Et le questionnement, il est intéressant parce que cette question, elle devient presque philosophique à ce moment-là. Comment peut-on s'autoriser ? Et puis en même temps, elle questionne sur quelque chose qui nous questionne encore. Parce que c'est ça aussi dans les héritages, et ce que Zéphine est fondamental à comprendre dans la nouvelle génération, qui souvent aussi n'a pas les outils toujours pour arriver à comprendre tout ce qu'on vient de se raconter sur le temps long, et par définition se focalise sur ce dernier moment d'ultra-violence, en considérant que comme la France d'aujourd'hui n'a pas regardé cette histoire, par définition, cette violence se perpétue, par exemple, dans les discriminations. Par exemple, cette violence se perpétue dans le rapport au quotidien avec la police. Par exemple, cette violence urbaine se reconstitue comme se fabriquait la ville coloniale. Et donc, d'un seul coup, on comprend que nous ne ressentons pas la même chose de la même manière. Il est évident que si toi et moi, on interroge maintenant un policier sur la situation actuelle de la France, il ne va pas nous retenir le même discours qu'un jeune d'un quartier populaire à Marseille qui va nous parler de ça. Par définition, il n'a pas le même vécu. Par contre, certains vont dire il y a des points de connexion et des points d'analyse de cette violence avant qui était aux colonies, et même si elle existait aussi dans l'Hexagone pendant la guerre d'Algérie, avec les attentats et la répression notamment du 7 octobre 61, dont on va fêter dans quelques jours l'anniversaire, et les commémorations. On doit se questionner, dans un colloque comme celui-là, les vivants ou les morts, parce que cette histoire, elle est faite d'ombre. Elle est faite justement de cette violence, et elle a été jusqu'au bout. Les indépendances françaises, c'est pour ça que les Anglais s'en sortent toujours très très bien, même s'il y a eu aussi le Kenya et d'autres pays où ça a été extrêmement violent. Mais les Français, avec les Portugais, sont les deux empires qui ont certainement été, on va dire, militairement et en termes de violence, ceux qui ont le plus marqué certainement les continents où cette colonisation était présente. Merci, Monsieur Blanchard. Après cette très courte intervention, il va être difficile de... Vous êtes moqueuse ce matin, Madame le maire. Alors, justement, je vais faire un peu comme Felwine, d'ailleurs. Tu as dit des choses très justes, mais je voudrais ajouter quelques points. Quand tu dis que, effectivement, dans cette violence, on ne compte pas le nombre de morts colonisés, mais en réalité, on ne compte pas plus le nombre de morts du colonisateur. Pourquoi ? Parce que dans le message, on doit convaincre que cette République
Je rappelle que le deuxième empire colonial français, donc celui qu'on considère comme contemporain, est avant tout républicain. Il y a eu effectivement la conquête sous la monarchie de Juillet de l'Algérie et puis des tentatives par Napoléon III, donc sous le Second Empire. Mais fondamentalement, cette conquête, elle est républicaine et du coup, elle s'assoit sur le message républicain de liberté, d'égalité révolutionnaire de 1789, tel que je l'ai dit tout à l'heure, auquel on ajoute, c'est extraordinaire, le terme fraternité en 1848. On voit bien comment cela a été appliqué aux colonies, puisque c'est tout le paradoxe que vous avez d'ailleurs essayé de montrer dans votre ouvrage sur la République coloniale. C'est tout ce paradoxe entre, d'un côté, des citoyens français et de l'autre, des sujets. Et pour convaincre les Français d'aller consacrer un peu d'argent et puis surtout des quelques militaires à la conquête de territoires totalement éloignés, totalement méconnus, il fallait ne pas évoquer le nombre de morts. Vous voyez bien qu'encore aujourd'hui, dans la présence française à l'étranger, on ne compte pas beaucoup plus le nombre de morts. En tout cas, dès qu'il y en a un, ça fait tout de suite scandale. Donc il y a cette première chose, on ne les reconnaît ou on ne les commence à les compter que lorsque la bataille devient glorieuse réellement, c'est-à-dire au moment de la Première Guerre mondiale, où la République énonce un nombre de morts qui fait sens. C'est-à-dire regarder le sacrifice de tous ces hommes pour défendre la mère patrie, y compris pour ceux qui venaient des colonies, alors qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup plus de mal à les compter et à les ériger effectivement en héros quand on sait que la France elle-même s'est divisée et donc on n'a pas de monument aux morts, ou très peu, sur la Deuxième Guerre mondiale, la reconnaissance. Et puis, tu disais, Pascal, que ce temps de violence, c'était du temps de la conquête jusqu'aux décolonisations. Je dirais, puisque tu disais justement au début de ton intervention que cette violence, elle était multiforme, on est encore dans cette violence post-coloniale. Je crois que tu as dit une chose fausse, par contre. C'est que François Fillon n'avait pas été élu parce qu'il ne connaissait pas l'histoire. Mais on sait qu'il y a des présidents qui ont été élus, eux, sans connaître l'histoire. Je fais référence, par exemple, à Christophe Colomb qui débarque, qui fait escale sur les côtes françaises, entre guillemets, africaines, donc, à Dakar en 2007, et qui dit que l'Afrique précoloniale n'a pas d'histoire. Vous voyez bien Christophe Colomb de 2007. On peut faire référence aussi, tout bientôt, nous sommes le 7, je crois, donc le 19, à un autre président donc, qui a été élu, lui aussi, qui va inaugurer la Cité de la langue française et qui n'a pas de regard très critique finalement, je fais écho à ce que disait Felwine, sur ce que représente l'imposition de cette langue française dans les territoires qui ont été colonisés. Donc voilà, c'était le petit ajout que je voulais préciser. Et puis, je reviendrai aussi sur l'idée de complexité. On n'est effectivement pas dans une histoire manichéenne, et je crois que le sens de l'ouvrage, c'est ça aussi. Parce qu'on le voit bien, en tout cas moi particulièrement, et j'imagine beaucoup d'entre vous qui êtes enseignants, auprès des jeunes générations, c'est facile ici de, vous le voyez bien, vous êtes sage, on peut vous faire rire, vous ennuyer un peu peut-être, et vous expliquer toute la complexité de cette histoire coloniale. Aujourd'hui, quand on intervient dans certains endroits, en particulier dans les classes, dans des conférences grand public, on en fait beaucoup. Nous sommes des historiens qui ne sentons pas trop la naphtaline, on sort de nos centres de recherche et justement on apprécie les échanges avec le grand public et il nous paraît absolument nécessaire, et c'est aussi l'objet de ce livre et des expositions et des documentaires que l'on fait, que d'essayer de transmettre. La transmission est importante en allant vers l'esprit critique, pas nécessairement en disant bon voilà c'est comme ça qu'il faut penser, au contraire. On a de plus en plus de mal à montrer la complexité de cette histoire. Quand on parle de l'histoire de l'esclavage ou de l'histoire de la colonisation, et Nicolas le rappelait, c'est de montrer qu'effectivement,
il y a des phénomènes d'accommodement ou même d'opportunité parfois à cette histoire coloniale, et que donc, oui, il y a la traite de l'esclavage, enfin, il y a l'esclavage et la traite, pardon, transatlantique, mais il y a aussi une façon sur les territoires, en Afrique même, par exemple, il y a une traite arabe, et ça, on a de plus en plus de mal à l'évoquer même, tout simplement, et à dire que ça, c'est de l'histoire, hein, qu'il y a, y compris pendant la Première Guerre mondiale, au moment des recrutements, des chefs africains qui, entre guillemets, fournissent les hommes qu'ils ne veulent pas dans le village pour les nommer, je dis bien nommer, comme volontaires. Donc on les pousse à aller combattre au sein de l'armée. Et donc c'est cette complexité-là, je crois, qu'il faut aujourd'hui bien rappeler pour montrer que finalement ce n'est pas manichéen, et je ne cherche pas un dédouanement quelconque, mais c'est aussi l'apport de cette histoire globale, de montrer que c'est bien plus complexe qu'on a pu le penser, que certes on a amené, je vais donner la perche à Felwine, des objets en Afrique, mais inversement, la métropole telle qu'on l'appelait à l'époque coloniale a eu des échos de cette culture coloniale via la nourriture, tout simplement. Pendant très longtemps, il vient d'être détrôné, mais c'est une grande histoire entre Pascal et moi lorsque j'ai voulu faire un article sur l'intérêt de la nourriture aux colonies, et il s'est beaucoup moqué, mais maintenant il l'utilise à chaque fois dans ses conférences. Et donc, pendant très longtemps, il vient juste d'être détrôné, mais le couscous a été parmi les 3 premiers plats français qui étaient consommés en France. Et donc, c'est assez intéressant de voir que dans la langue, y compris, on n'a jamais réussi à trouver quelqu'un qui a travaillé. Donc, il y a des jeunes chercheurs ici qui veulent s'y lancer, mais l'apport de la colonisation sur la langue française, c'est extraordinaire. Donc, on a des objets multiples, des objets africains, asiatiques, etc. Et cela, ça a une incidence, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans Culture coloniale, dans les 3 volumes que nous avons fait ensemble. Et je pense que c'est fondamental de comprendre qu'on a des interactions, que ça ne va pas que dans un sens. Or, l'histoire coloniale rédigée pendant la colonisation, effectivement, c'était une histoire en sens unique. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Felwine, justement, pour poursuivre cette question de la violence qui a été longuement évoquée par Pascal, qui est aussi une violence structurelle au niveau du droit, au niveau, bien sûr, des droits politiques, des droits de la justice. Donc, c'est aussi quelque chose de constant. Mais comment, justement, on pense cette question de la violence, et comment on la traite, quoi, notamment dans le travail que tu peux faire sur la colonisation et sur le retour des biens culturels. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a bien évidemment tout ce qui a été dit, la violence de la conquête elle-même. Et au moment des décolonisations, je pense que les élites africaines, en tout cas les hommes politiques qui réclament l'indépendance ou l'autonomie dans le cadre de la communauté française ou en dehors, sont confrontés à plusieurs problématiques. Ils ont hérité de structures, donc l'État-nation, ils ont hérité d'une langue, ils ont hérité d'un dispositif épistémologique et juridique. Est-ce qu'ils doivent inscrire leur projet de libération dans ces structures-là, ou est-ce qu'ils doivent totalement les refonder, les réinventer, etc. etc. Et donc, pour faire vite, ils ne les réinventent pas. Donc, ils prennent l'héritage et ils essaient d'inscrire le désir d'autonomie, de réinvention, de souveraineté dans des cadres déjà habités par une histoire. Et ils se rendent compte, ou les générations suivantes se rendent compte, que dans le temps long, dans ces structures-là, était aussi inscrite l'asymétrie du fait colonial, qui ne disparaît pas durant les indépendances. Les indépendances, c'est un moment historique, les années 60. Les indépendances ne veulent pas dire que le processus de décolonisation est achevé ou que l'émancipation a eu lieu. Il y a toute une réflexion entre, justement, l'indépendance et l'émancipation véritable. Frantz Fanon, dans Les damnés de la Terre, il prévient les nations fraîchement décolonisées du risque de rater fondamentalement l'émancipation. Et les questions qui se posent actuellement, je dirais 50 ans après, dans certains espaces, c'est de se rendre compte que, tiens, sur un certain nombre de points bien précis, la relation asymétrique qui était inscrite dans des dispositifs structurels continue à produire des effets dans le temps présent. Et comment faire avec ces effets qui durent dans le temps présent, et c'est ce qu'on appelle la colonialité. C'est pas le colonialisme, c'est autre chose. Je veux dire, la décolonisation a eu lieu. Et se pose aussi la question ici,
de la synthèse culturelle, du désir d'autonomie, du désir de retrouver les références culturelles anciennes. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui est passé? Qu'est-ce qu'on fait de ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on fait de la rencontre, des langues, des échanges, des flux culturels globaux, du fait que de part et d'autre, les sociétés ont emprunté les unes aux autres et que l'identité est devenue, je dirais, hybride et composite, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Donc c'est devenu notre... Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait du sentiment qui n'est pas qu'un sentiment, que dans certains domaines, les relations militaires, les relations économiques, il y a une forte asymétrie qui perdure et qu'il faudrait enfin être en mesure de construire une relation équitable, égalitaire et juste. Et c'est ça la question qui se pose. Et c'est ça l'impatience des jeunes générations de se rendre compte que presque un demi-siècle après, la relation, elle est fortement asymétrique. Et ça, c'est pour le dire de manière diplomatique. Mais elle est fortement asymétrique. Elle est fortement asymétrique. Et qu'est-ce qu'on fait de cette grande asymétrie-là? Et puis à ces générations, on dit non, mais arrêtez de nous rabâcher avec le fait colonial, c'est bon, c'est passé à autre chose, c'est fini, maintenant vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vos dictateurs, etc., etc. Avec cette idée que l'histoire n'a plus d'effet, ou que l'histoire ne produit pas des chocs qui ont ce que les économistes appellent un effet d'hystérèse. Le choc a disparu, mais les effets durent dans le temps. Et la mémoire qui est importante, qui est la trace sensible du passé dans le présent, on l'écarte. Les mémoires blessées, douloureuses, difficiles, elles ne sont pas l'histoire. L'histoire, c'est des faits objectifs que les historiens vont aller chercher avec des méthodes précises. Donc ne venez pas nous raconter chacun sa petite histoire. Et la mémoire, qui est la trace sensible du passé dans les communautés, elle est absolument fondamentale à prendre en compte dans le récit sur soi, dans le rapport au monde. Et la grande difficulté dans ce que... Parce que ce que Sandrine a absolument raison lorsqu'elle parle de complexité et de non-manichéisme. Et lorsqu'elle montre que les dynamiques ont créé des effets de part et d'autre, des effets d'accommodement, des effets d'opportunisme, etc., etc. Mais l'une des grandes difficultés, c'est que je pense qu'il y a une séquence qui est importante, c'est la séquence de la reconnaissance de la violence du fait colonial. Lorsque les communautés ont le sentiment que la violence du fait colonial n'a pas été assez reconnue, elles ne peuvent pas entendre le reste. On ne va pas commencer à leur dire oui, mais enfin, il y a eu des gens qui ont collaboré, comme si on voulait se dédouaner, alors que les communautés ont le sentiment que la première étape, c'est d'abord de reconnaître la violence du fait colonial. Et ce François Fillon, ce monsieur, est venu dire nous sommes allés partager notre culture durant la campagne présidentielle pour parler du fait colonial, avec ce vieil imaginaire d'une France impériale qui continue à dire on est allé là-bas pour projeter nos lumières, pour civiliser, et qui continue à nier dans le temps contemporain. Je veux dire, Sarkozy vient à Dakar dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. François Fillon dit non, on est juste allé partager notre culture. Et de part et d'autre, on entend des figures autorisées, en tout cas, dans l'espace du politique, qui continuent à tenir un discours sur les bienfaits du fait colonial, etc., etc. Et donc, ça, c'est de la violence. La violence, elle perdure. Et souvent, lorsqu'on... En fait, je pense que les peuples sont prêts à un discours complexe et qu'ils savent que la réalité a été complexe. Ils le savent très bien. Mais il y a cette étape fondamentale, non seulement de reconnaissance de cette violence-là, et surtout aussi de ne pas perpétuer un discours au relent impérialiste. Parce que le grand paradoxe de la France va être que l'ancien régime est détruit par une révolution qui amène la République avec des idéaux d'égalité, de fraternité et de liberté. Mais dans les colonies, les États qui sont mis en place, les dispositifs qui sont mis en place, ce sont des dispositifs qui empruntent à l'ancien régime. Et ce n'est pas des dispositifs républicains, ce n'est pas des dispositifs durant lesquels les citoyens sont égaux. Et on a là le paradoxe d'une république impériale. Elle est république à l'intérieur de ses frontières, elle est impériale en dehors de ses frontières. Et la violence qu'elle ne s'autorise pas sur ses citoyens, elle se l'autorise sur les sujets coloniaux. Donc, c'est une sorte d'exutoire. Elle la refoule en dehors de ses frontières. Et quand cette violence-là, elle lui revient, il y a un retour du refoulé. Il y a un retour du refoulé et on trouve un bouc émissaire. Et il y a vraiment ici un processus de la psychologie ou de la psychanalyse des profondeurs qu'il faut étudier et pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on a pu défendre ses valeurs à l'intérieur du cadre de la République et considérer que ce qui se passait au Cameroun, en Algérie, était tout à fait normal puisque ça se faisait dans l'Empire, loin de nous, loin des yeux et loin du cœur. Et c'est toutes ces problématiques-là que ça pose. Elles ne sont pas simples, mais je pense qu'il faut les poser avec difficulté, complexité, honnêteté et bien comprendre en fait ce qui se joue dans le désir de reconnaissance, dans le besoin de reconnaissance de la violence, dans le besoin de justice historique et patrimoniale, pour être en mesure fondamentalement de guérir ce que des historiens et des psychanalystes appellent le trauma colonial. Parce que ce trauma-là, il existe et il ne faut pas le nier. Et c'est une étape, donc la guérison de ce trauma est une étape
dans le fait de reconstruire une relation beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus saine. Merci, Félouine. Je pense que c'est un éclairage extrêmement important que ce qui vient d'être dit. Alors, j'ai une dernière question, mais je vais vous demander d'être assez court, qu'on puisse laisser le public ensuite nous poser des questions. Je ne vise personne, bien évidemment. On constate d'ailleurs, vous êtes nombreux aujourd'hui, et c'est vrai qu'on constate dans les conférences qu'on fait, il y a un intérêt renouvelé pour l'histoire coloniale et postcoloniale, ce qui est là aussi peut-être encore plus nouveau, la question de l'histoire postcoloniale, qu'on s'interroge, qu'on soit autorisé aujourd'hui à s'interroger, on va dire, sur les effets à long terme, ce que vient de dire Félouine, sur le temps du trauma et ses conséquences à long terme, c'est-à-dire ses effets d'écho finalement jusqu'à nous. On est aujourd'hui autorisé à s'interroger dessus. Et c'était quand même pas le cas quand on était, nous, étudiants. On dirait que ça fait longtemps. Mais en même temps, cette question voilà, post-coloniale, elle émerge seulement en France depuis une quinzaine d'années, au grand maximum. C'est donc très récent. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est un peu de comprendre finalement le rôle que peut avoir nos productions, nos réflexions en tant qu'intellectuels, mais aussi d'intellectuels aussi qui vont vers le grand public, hein, qui ne font pas que des travaux absolument spécialisés, en tout cas qui les vulgarisent. Quel peut être le rôle de nos actions, de nos livres, documentaires, expositions, dans ce nouvel intérêt, cette question qui s'est imposée dans l'agenda des débats publics aujourd'hui? Pascal, je pense que c'est pour toi. Félouine le sait, quand on lui commande un rapport à Mme Savoie, ça fait un effet. Après, le président exécute ou pas, met en pratique ou pas, va jusqu'au bout du processus. Mais lui, il sait pourquoi il fait un rapport, en totale liberté d'ailleurs, qui a dû d'ailleurs chatouiller les oreilles de certains, notamment dans les musées. C'est trop bien parce que les conservateurs sont souvent conservateurs, donc ça va bien, ils vont bien avec le nom. Mais c'est énorme parce que et l'effet d'ailleurs produit, si on l'avait dit au moment où ce rapport sort, qu'il aurait peut-être été plus efficace dans d'autres pays que la France. C'est assez facile à regarder quelques années plus tard. Je pense que les Allemands ont mieux lu son travail, les Suisses et les Belges que les Français. Mais en même temps, là, voilà, on voit à quoi ça sert. Quand tu fais un documentaire en télé, et ça prend un long processus, et il a fallu beaucoup d'années pour qu'on ait... Faire un documentaire en télé, c'est pas compliqué. Quand vous ne demandez pas d'argent, quand vous voulez pas coloriser les images, quand vous ne demandez pas à quelqu'un d'important de venir, quand vous voulez pas faire 17 pays, quand vous voulez pas mettre des budgets, quand vous voulez pas faire 5h30 de film, quand vous voulez pas être en prime time. C'est pas dur. Mais, sur l'histoire des décolonisations, de la colonisation d'ailleurs, quand vous voulez faire quelque chose au même niveau que si vous parliez de l'Amérique, de la Russie, d'autres choses, hein. Je ne parle pas d'avoir plus. Là, il a fallu 30 ans. Et Benjamin Stora a ouvert largement les ponts devant nous. Et après, c'est banal, parce que les enseignants utilisent via l'UMI les petits films qu'il y a et travaillent en classe avec des 6 minutes avec les élèves. Bon, c'est concret. Sauf qu'il faut 30 ans. 30 ans pour avoir la même qualité de travail et je dirais la même capacité de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et puis, quand on fait des livres, c'est la même chose. On le sait avec les éditeurs qui pensent à un moment que le public n'est peut-être pas mûr à tel ou tel sujet. Il faut savoir faire des essais très pointus qui vont être lus par très peu de monde et c'est pas grave. Puis des livres un peu plus grand public et plus collectifs. Puis aussi des livres d'images qu'on peut pas dire qu'on travaille sur la culture sans les faire travailler. Tous ces éléments-là sont importants. Pourquoi ? Parce que ça tend vers ce que vient de dire Félouine, très important. Une grande partie de l'opinion dans les ex-puissances coloniales, et je compléterai ce qu'il a dit là-dessus, ne comprennent pas forcément ce qu'on est en train d'expliquer sur le trauma colonial. Je pense que ce qu'il a dit, c'est la phrase que peut-être on a le plus entendue dans notre vie. Oui, mais quand même, 60 ans après les indépendances, il faut qu'ils tournent la page en Afrique, il serait peut-être temps quand même. C'est quand même le truc qu'on a le plus entendu. Et puis quand même, ils ont bien cherché depuis avec les dictateurs. En gros, on va en parler pendant combien de temps ? Comme en plus se superpose à ça le phénomène migratoire. Comme en plus se superpose à ça des débats identitaires sur les quartiers populaires. Vous vous retrouvez avec une question qui peut être piégée si vous ne prenez pas le temps, avec, c'est le cas de le dire, des outils efficaces, aussi bien pour les enseignants que pour le grand public, que pour les élites politiques, de travailler. Et je vais donner un exemple qui est simple. Sandrine, tout à l'heure, a titillé une des créations du président de la République qui va ouvrir dans 10 jours sur la cité de la francophonie à Villers-Cotterêts, à côté de chez elle. Et nous, on se dit tous, pas avec humour, mais avec un peu de dérision quand même. J'en parlais avec Achille Membe la semaine dernière. Le président a réussi à trouver 209 millions pour créer une cité de la francophonie, donc il aura pu trouver 209 millions pour créer un musée d'histoire coloniale. Nous serons bientôt, je le dis toujours, je crois que j'en suis arrivé à la 30e année de le dire, le dernier pays européen à créer un musée d'histoire coloniale.
Alors, quand vous êtes enseignant et que vous ne pouvez pas emmener vos élèves dans un musée à un moment pour voir des expositions, pour travailler sur les mémoires croisées, pour montrer aussi au continent africain, au Sud-Est Asie, aux Antilles, en Océanie, que vous avez pris conscience que cette histoire s'inscrit dans un récit collectif. C'est important à dire. D'ailleurs, on a mis beaucoup de temps en France à avoir un musée de l'immigration qui est aujourd'hui à la Porte Dorée. Ce n'est pas un petit sujet. Il a fallu du temps pour avoir ce mémorial acte à Pointe-à-Pitre sur l'esclavage. On voit l'effet produit quand des structures prennent en main ces mémoires. Regardez la Fondation pour la mémoire de l'esclavage issue des lois Taubira, le travail qu'elle a pu faire sur l'esclavage depuis quelques années avec des thèses soutenues, avec des travaux. Les outils sont nécessaires. Un enseignant qui veut arriver à utiliser un outil, comme le dit Sandrine, où toutes les mémoires, même si nous avons une histoire commune, nous n'avons pas des mémoires communes, et qu'un musée soit capable de respirer de ces enjeux, de pouvoir donner du sens au retour des biens culturels. C'est-à-dire d'expliquer, ça veut dire quoi en fait le pillage colonial? Ça veut dire quoi ce qu'on a dans nos musées? Ça veut dire quoi la manière dont on va et pourquoi on devrait les rendre? C'est aussi une dialectique. Ça doit s'expliquer. Sinon, votre opinion publique, elle est un peu comme François Fillon. Elle dit, attendez, on a amené la culture et en gros, ils sont pas contents. Oui, alors, c'est un peu plus complexe, monsieur François Fillon. Et c'est important à dire parce que dans l'opinion publique, comme il peut y avoir une saturation pour le présent et une certaine forme d'angoisse, notamment identitaire, c'est beaucoup plus difficile des fois de pouvoir ouvrir ces karmas justement sur ce qu'on peut appeler le trauma colonial. Et je vais même aller plus loin. Le trauma colonial, il n'est pas, et je pense que Fellin, quand il l'a dit, que dans les pays qui ont été concernés. Merci, t'es d'accord. Et ça, c'est fondamental. Et nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas parce que nous pensons que nous sommes pas liés pour la plupart d'entre nous. Alors moi, je suis breton. Nous, les bretons, on est un peu sensibles à la question. Hein. Faut pas venir trop nous titiller sur l'histoire coloniale parce que là, quelques vieux trucs sur la langue et tout ça. Ça veut dire que le trauma, il est aussi ici. Et en fait, comme on va bien sur la question, enfin, on pense qu'on va bien, on se dit, ah, mais nous, on n'a pas de souci avec ça. Mais jamais mes grands-parents n'ont été aux colonies. Nous, dans la famille, ça a été. On n'a même pas fait la guerre d'Algérie. Ouais, mais c'est pas ça le sujet. Notre pays est lié à cette histoire, et les effets de cette histoire, on n'a pas que ça, on est composé de plein de choses. La Révolution française, la Commune, le Front populaire, les guerres, leur relation avec l'Allemagne, mais, comme dirait François Mitterrand, plus grand ministre des colonies de la 4e République, il y a aussi Fachoda. Oui, non mais, ça nous a fabriqués. Et donc aujourd'hui, nous commençons à peine à dénouer la machine dans un moment où c'est tendu. Regardez ce qui se passe en Afrique, regardez ce qui s'est passé dans nos quartiers populaires cette année. Et en même temps, vous n'utilisez pas cette capacité à déconstruire ce trauma, à le travailler, à avoir des outils pour le faire, ce qu'on essaye de faire. Il faut quand même le dire aussi, ce que l'État fait maintenant depuis une vingtaine d'années, alors que pendant très longtemps, c'était l'invisibilité dans les outils de l'État sur ces questions. Il ne faut pas dire que c'est bien, mais ce n'est plus le grand silence, notamment dans les manuels scolaires. Eh bien, vous ne pouvez pas contribuer à comprendre. Merci. Donc, très court, Sandrine, comme Pascal. Tu divises par 10 et tu fais ton speech. Moi, j'adore quand j'entends Pascal parler des manuels scolaires, du coup. Merci de la perche. Oui, non, je pense que effectivement, il faut se rendre compte d'une première chose, c'est qu'on a une forte propension aujourd'hui à la fois des hommes politiques et des médias, du coup, à les relayer, à avoir une même dialectique coloniale, même en situation non coloniale. Entre guillemets, au sens où on l'entend dans la définition de colonisation. Effectivement, si on reprend les notions de guerre, comme le disait Felwine, on est dans des guerres asymétriques. On l'était au moment colonial, mais on l'est encore aujourd'hui. Et quand on écoute les médias ou les hommes politiques, on s'aperçoit qu'on reprend la même terminologie que pendant la période coloniale, à savoir d'un côté une guerre qui oppose des barbares, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont des armes, des outils que l'on considère comme barbares, alors que de l'autre côté, donc c'est souvent les bons, sont dans des frappes chirurgicales. Et donc, ça, c'est pas barbare du tout. C'est mieux d'appuyer sur un petit bouton, rouge de préférence, parce que ça évite de confondre avec les autres, et d'avoir une bombe qui s'éclate au sol et qui fait des centaines de morts, plutôt que d'y aller avec des armes plus rudimentaires. Donc, je crois que c'est important d'avoir cette notion de définition de la violence et de dialectique qui est encore utilisée, pour comprendre que ce que disait aussi Felwine sur le fait que tant qu'on n'aura pas reconnu, et je dirais assumer cette violence, de fait, on aura du mal à aller plus loin. Et c'est ce que l'on prône depuis, donc, du coup, 35 ans au moins, l'idée que l'on ait un musée
effectivement de la colonisation, et ou des manuels scolaires qui abordent cette histoire coloniale. Elle est abordée, ça s'est fait, même si on pourrait escompter qu'elle se soit plus détaillée et encore plus loin, mais on sait tous ceux qui sont enseignants d'histoire-géographie en tout cas, combien les programmes sont déjà chargés, mais aussi une histoire de l'immigration. Et ça n'apparaît toujours pas dans les manuels scolaires, pour essayer de faire en sorte que tous nos élèves ou tous nos étudiants retrouvent une place, retrouvent une histoire, comprennent pourquoi ils étaient là. Mais je dis bien tous, y compris les vagues migratoires du 19e siècle, où il s'agissait davantage de Belges, d'Italiens, d'Espagnols, pour pouvoir relativiser aussi comment ils envisagent aujourd'hui ce qu'est le paysage français. Donc, l'idée des manuels scolaires, c'est très important, et l'idée d'assumer aussi. On le sait. Je date un peu comme mes petits camarades, mais ce n'est qu'en 2003, par exemple, que les manuels scolaires d'histoire ont abordé l'idée de collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Et depuis 2003, on n'a jamais entendu d'énormes scandales, d'émeutes en France pour avoir cette histoire liée à un fait trouble de l'histoire française, à savoir des gens qui ont collaboré et un État français qui a collaboré. L'idée, ce serait que on fasse la même chose pour l'histoire coloniale et qu'on aille jusqu'au bout. Merci beaucoup. Félouine, donc c'est sur ce débat public, quelle est ton analyse justement de cet intérêt renouvelé, ces débats houleux, il faut le dire, à la fois en Afrique, mais aussi en France, sur cette question coloniale. En quoi, toi, en tant qu'intellectuel, tu interviens là-dedans, et en quoi ça peut avoir un effet éventuel ? Je pense que les ouvrages qu'on tente de faire et toutes les tentatives d'élucidation de la complexité du fait historique, et je dirais de transmission de part et d'autre, sont importants. Je pense qu'elles feront leur œuvre dans le temps, un temps long, qui aura des accélérateurs, quoi. L'actualité accélère des fois, le contexte accélère, des fois les sociétés sont beaucoup plus prêtes à entendre, puisque justement, quoi, il y a eu un certain nombre d'événements historiques qui sont passés, il y a des travaux qui ont été faits, il y a eu des idées qui ont été disséminées, mais fondamentalement, ce n'est pas mettre cette histoire sous le boisseau, quelle que soit sa difficulté, qui est la solution. Et je pense que sous certains rapports, elle éclaire des enjeux qui sont actuels et contemporains, et que sortir d'un présentisme, sortir de l'idée qui consiste à croire que tout ce que le sens des événements que nous vivons ont leur matrice fondamentale dans ce qui se passe ici. Et nunc, quoi. Prendre du recul et comprendre que les dynamiques des fois sont articulées, sont tissées de fils qui relèvent de l'histoire sans pour autant être dans un passéisme et tout expliqué par l'histoire. Et à mon avis, c'est ça la grande difficulté. Comment est-ce que, dans une dynamique sociétale, et politique, on trouve le juste équilibre entre des dynamiques qui sont, je dirais, contemporaines, dont la genèse est lointaine, et comment on fait la part des responsabilités entre l'événement historique et les dynamiques actuelles et contemporaines. Et qu'est-ce qui est dans ce que nous faisons aujourd'hui, inconsciemment ou consciemment, m'en relève d'un certain nombre de dispositifs qui nous antécèdent et qu'on n'a pas réussi à lire. Où est l'impensé ? Et je pense que la grande difficulté, c'est ça, c'est d'être en mesure de voir dans ce qui se passe. J'ai beaucoup écouté le traitement de la presse du fait que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont demandé à l'armée française de partir. Et j'entendais où on perd l'Afrique. Je me dis, mais si on la perd, ça veut dire qu'on considérait qu'on l'avait, qu'elle nous appartenait. Et donc j'analysais un peu le discours et je voyais que dans le discours, il y avait des traces de l'impensé colonial. On se fait chasser. Et puis, il y a même une histoire d'honneur ou de fierté. L'ambassadeur de France à qui on demande de partir, Emmanuel Macron, qui refuse. Pourquoi il refuse ? Si on ne veut plus de vous dans un espace qui est souverain, ben vous partez. Mais c'était comme si non, on avait le droit d'être là. Et donc, on ne se fait pas chasser d'un espace pour lequel on a le droit d'être là. Et donc, la manière dont c'était traité, la petite blessure narcissique relevait d'un empire qui ne voulait pas mourir, quoi. Et qui se projetait encore dans le monde. Et je me disais, tiens, là, c'est pas réglé. Là, il y a quelque chose qui doit régler avec le rapport avec cette Afrique, je dirais, post-coloniale, même si on considère qu'elle est souveraine, mais fondamentalement, on croit qu'on est encore chez nous. Tout à fait. Alors, on est presque dans les temps, on a dépassé un petit peu, mais on peut donner la parole au public pour quelques questions. Il y a un monsieur là-bas. Et là aussi, il y a une dame après. Alors, je demanderai à nos chers...
panélistes d'être assez courts parce qu'il y a pas mal de questions qui émergent. Oui, alors un commentaire et une question. Le commentaire, c'est juste pour illustrer ce qui a été dit par la plupart d'entre vous. Je rappelle qu'il y a moins de 20 ans, le Parlement français a osé voter une loi recommandant d'enseigner les effets positifs de la colonisation. Imaginons qu'un Parlement qui vote sur les effets positifs du nazisme ou du stalinisme. La question, c'est par rapport à ce qu'a dit M. Feldwin. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Vous avez indiqué... Pardon ? Feldwin Sarr. Sarr, pardon. Vous avez indiqué que la décolonisation s'est faite, les indépendances se sont faites dans le cadre, notamment juridique, des institutions laissées par la colonisation occidentale et française, notamment les États, etc. Je voulais savoir quelles étaient les alternatives à ce qui a été fait par les indépendances. Je ne sais pas si Fanon en a parlé, justement, dans le livre que vous évoquiez. Alors, une réponse de Feldwin. Oui, il y en a. En fait, il y a eu une réflexion sur la possibilité d'États plurinationaux. Au moment des indépendances, il y avait des débats entre ceux qui voulaient rester dans les frontières de 1885, dont Berlin, et ceux qui estimaient qu'on devait recomposer les frontières et retrouver des géographies, des territoires naturels historiques, des ensembles, des grands ensembles comme l'Empire du Mali, du Ghana. Le Sénégal a tenté une fédération avec le Mali, mais qui a duré une année, qui n'a pas réussi. La Guinée voulait être en dehors de l'Empire français, et le Ghana voulait aussi avoir un espace qui était reconfiguré en dehors du fait colonial. Et les États de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, ont décidé pour ce qu'ils ont appelé l'intangibilité des frontières de 1885. Donc le grand débat se pose en disant, tiens, entre le Sénégal et la Mauritanie, les peuples qui habitent au nord du Sénégal habitent et au Sénégal et en Mauritanie. Et durant l'hivernage, ils traversent le fleuve. Et leur espace naturel, ce n'est ni le Sénégal ni la Mauritanie, mais c'est cette géographie-là. Et il y a beaucoup de débats qui consistent à dire, est-ce qu'il est possible de reconstruire des territorialités qui sont plus conformes au mouvement historique des populations, aux homogénéités culturelles, et est-ce que, comme en Amérique latine, on peut concevoir des États plurinationaux? Et je finirai en disant que, par exemple, au Mali, l'un des problèmes, c'est que le Mali n'a pas réussi à intégrer les Touaregs du Nord, les Songhai, etc., et que le territoire était trop vaste, et que ça pose aussi une question qui est de dire, est-ce que ces espaces-là sont figés dans le marbre? On a vu que le Soudan a été scindé en deux après une guerre, mais on pourrait envisager de reconfigurer des espaces sur la base d'autres critères. Merci beaucoup. Alors, on avait une dame ici, deux même. Bonjour. Je voulais vous dire, j'ai soutenu une thèse d'histoire coloniale en 1986 sous la direction de Catherine Coquery. À l'université Paris 7, à cette époque-là, il y a 40 ans, vous aviez beaucoup de cours sur l'histoire coloniale de tout le domaine colonial. Il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas fait de carrière de chercheur. Ça a été le post-thèse, un moment de grande solitude. Mais les détours de la vie ont fait que j'ai travaillé l'année dernière sur une mission de recherche en provenance pour le musée du Quai Branly. Je pense que tous les conservateurs du musée du Quai Branly devraient venir à ces séminaires sur l'histoire coloniale, parce que là, il y a un vrai problème. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de source de provenance. Voilà. J'ai travaillé sur l'AOF, les ethnologues, les missionnaires, les militaires qui rapportaient des objets en France pour le Musée de l'Homme, payés, souvent missionnés par le Musée de l'Homme pour le faire. Ils avaient une fiche en 9 points à remplir. Le premier point, c'était provenance. Il est vide. Il est quasiment toujours vide. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai rendu un rapport en disant, voilà, je ne sais pas. Débrouillez-vous. Eh bien, je n'ai pas de réponse à comment ils vont se débrouiller. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment peut-on rendre les objets à l'Afrique en prétextant qu'on va les rendre parce qu'on aura compris comment ils sont arrivés? Alors que ce n'est pas possible. Donc, je voudrais savoir si vous avez une solution à leur proposer. Juste avant de laisser la parole à Feldwin, d'abord, j'aurais une réflexion à vous dire là-dessus. Je pense que c'est aussi une affaire de moyens. Actuellement, il y a un grand débat parlementaire. Oui, dans la dernière partie de mon rapport, j'ai dit, je ne continuerai pas cette mission parce que maintenant, vous devez aller en Afrique et chercher et demander à des universitaires africains de travailler avec vous et de chercher. Et on m'a répondu, il n'y a pas d'argent. Voilà. J'allais le dire. Actuellement, il y a un grand débat parlementaire en France qui est complémentaire du travail qu'a fait Feldwin sur les restes humains. Et qui doit être une loi qui est passée au Sénat, qui doit arriver à l'Assemblée nationale. Il y a un vaste débat très technique sur l'outre-mer, pas l'outre-mer, parce qu'on a retrouvé des corps. Il y a juste 18 000 corps dans les musées français. D'accord? Corps, ça peut être une tête Gibaro, ça peut être... Et le débat fondamental, il est...
quand on aura fini toutes les arguties juridiques de comment on va pouvoir réclamer un corps quand on a une région ou un territoire, ok. Ils vont s'entretuer entre députés et sénateurs pour arriver à trouver la bonne solution, ok. Le problème fondamental, c'est ce que vous venez de dire, c'est avoir des moyens pécuniaires. Tourtelions pas autour, de l'argent, parce que des spécialistes, il y en a. Des compétents, il y en a. Quand les Belges mettent les moyens, comme par hasard, ils trouvent l'origine. Ah oui, il faut 5 chercheurs, 6 chercheurs, 15 personnes. Il faut des équipes transnationales. Il faut aller sur les territoires. Il faut interroger les populations. Il faut travailler les fonds d'archives. Il faut retrouver la traçabilité des dons privés aux institutions publiques. Quand il y a les moyens, on trouve. Mais les moyens. Et la conclusion, elle est que là, on va nous faire une super loi et on attend encore que notre ministre de la Culture nous dise « Ok, combien pour travailler ?» S'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Félouine, peut-être là, sur cette question des biens culturels. Ce qui s'est passé pour nous avec Bénédicte, c'est que quand on a commencé à regarder la provenance des objets qui étaient dans le musée du Quai Branly, donc provenance, je précise, il y a la provenance géographique, il y a aussi le geste de captation, comment l'objet est arrivé, il y a les deux. L'avantage qu'on avait pour la base TMS du Quai Branly, c'est que le Quai Branly a été constitué sur des fonds de 2 musées différents, le musée de l'Homme et le musée d'art d'Afrique et d'Océanie. Et quand on crée le Quai Branly, ils ont dû faire un travail pour savoir à peu près d'où les objets venaient. Donc la base, elle était intéressante. Il y a des trous, mais pour un certain nombre d'objets, on savait d'où ils venaient. La question, c'est de savoir, qu'a-t-on besoin de savoir pour rendre jusqu'où? Je veux dire, on peut dire oui, on sait que ça vient du Cameroun, on sait que c'est tel officier qui l'a amené, mais après, ça se perd dans la brume du temps, on ne sait pas trop, mais on sait que, fondamentalement que ça a été pris dans un geste d'un corps expéditionnaire qui est parti dans un contexte de violence coloniale. Ça suffit. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir tous les détails pour savoir que ça ne nous appartient pas et que surtout que l'objet a été pris dans un geste sans le consentement des ayants droit. Donc ça pose 2 problèmes. Ça pose, parce qu'il y a une sorte d'argumentaire scientifique qui consiste à dire tant qu'on n'a pas élucidé toute la complexité de la provenance, on ne peut pas rendre. On sait à qui rendre. Des fois, les communautés réclament. Les communautés disent cet objet nous appartient. Voici comment il est constitué. Voici l'usage dont on en fait. Voici pourquoi on en a besoin. Ça suffit pour rendre. Donc, les 26 objets qui ont été rendus au Bénin, on sait qu'ils ont été pris par le général Alfred Dodds en 1800 et quelques, 82 ou je ne sais plus, lorsque Béhanzin a été défait. Et on sait qu'il est venu en France, qu'il les a donnés au musée de l'Homme. Et du musée de l'Homme, ils sont arrivés au Quai Branly. C'est clair, net, il n'y a pas de souci. Pour d'autres objets, on ne sait pas trop. Donc la recherche, elle continue. Certains objets sont réclamés. Donc les communautés, elles savent. Il y a des missions, elles viennent, elles les reconnaissent, elles peuvent les décrire, elles savent dans quel contexte ça a été pris. Donc je pense que fondamentalement, la provenance, elle est importante, mais il y a d'abord une question de volonté et de bonne foi. D'abord, et de reconnaître que fondamentalement, ces objets ont été pris dans une relation asymétrique. Et qu'ils ne nous appartiennent pas. Ils n'ont pas été les produits de notre culture, ils ont été pris dans un temps où la relation a été asymétrique. Et ce qu'on a préconisé, c'est que si ces objets sont réclamés, même s'il y a un déficit du savoir anthropologique de ce côté-ci, et qu'il y a un savoir en face, que les objets puissent être rendus parce qu'ils ont des usages rituels importants là où ils doivent aller. Mais de ce point de vue-là, quand même, il y a eu des progrès qui ont été faits, même si la question des moyens reste importante. Merci beaucoup. Il y avait alors, une dame ici et après là-bas. Je suis désolé, on va sans doute pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais... Oui. Ma question est un peu vaste, mais j'espère que je vais réussir à faire ça clairement. Je me posais une question, surtout par rapport à la notion de colonialité dont vous avez parlé et au thème général du trauma postcolonial. Moi, ce qui m'interroge, c'est la manière dont on peut mettre en valeur les dynamiques socioculturelles comme des violences et comment est-ce qu'on peut faire comprendre ça. Et je pensais notamment à la différence qu'il y a entre les influences culturelles qu'il y a eu sur l'Occident par rapport aux influences qu'il y a eu sur les colonisés, parce que clairement, je pense par exemple à la théorie de l'hybridité culturelle de Baba, qui s'applique, mais en même temps, il y a tellement de violence dans la manière dont la culture a été imposée sur les peuples colonisés. Et moi, je suis étudiante en histoire publique et ça me pose question sur la manière dont on peut rendre ça accessible et compréhensible à un public, cette histoire sociale qui est quand même assez complexe. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. C'est compliqué, effectivement. Là, Moi, j'anime, normalement. Il va assumer, vous allez voir, il va être bon, là.
Il a écrit sur la question, il va être très très bon. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir entièrement... Parce qu'il y a plusieurs strates, en quelque sorte. Il y a en même temps les questions théoriques qui sont liées, par exemple, aux théories de la culture de Homi Bhabha, donc, qui est lui-même lié au courant des théories postcoloniales. Donc, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que comment on fait comprendre la complexification en fait, des problématiques sur la colonisation à partir des théories postcoloniales? Et là, je peux répondre parce que j'ai écrit un ouvrage dessus. Donc, c'est pas facile, mais disons que c'est possible. Alors, s'il s'agit de ça, en gros, et pour aller très vite, parce qu'il nous reste 4 minutes, donc je vais en prendre 2 pour une dernière question. En gros, les théories postcoloniales, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Et comment on peut les diffuser de manière simple? Je vais essayer de le faire maintenant en 2 minutes. La théorie postcoloniale, ça nous apporte l'idée fondamentale, d'abord, que la colonisation est un processus dialectique. C'est-à-dire c'est un processus qui concerne, on l'a longuement développé, autant les métropoles coloniales que les pays colonisés. Et que, donc, il faut penser les transformations historiques qui affectent les deux de manière donc connectée, si je puis dire. Et bien sûr, en les connectant aussi à l'histoire monde, hein, c'est évident. Mais ça veut dire qu'on est aussi affecté, finalement, nous, par ce que Felwine appelle la colonialité. Hein, la colonialité. Deuxième apport des postcolonial studies, c'est tout ce que Pascal a développé sur l'imaginaire. C'est quoi l'origine des postcolonial studies? On le date du bouquin de Saïd, L'orientalisme. L'orientalisme, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin donc qui paraît en 79, si mes souvenirs sont bons, 78 aux États-Unis, mais 79 en France, traduit en 79 en France, et qui montre comment l'Occident a construit un Orient imaginaire. Et Saïd part d'une série en fait de textes qui sont à la fois les textes des orientalistes français et britanniques, mais aussi des textes qui sont des textes littéraires, Gérard de Nerval, Victor Hugo, etc., etc. Et il montre qu'en fait on est dans un fantasme, on est dans une projection, une construction fantasmatique d'un truc qui s'appelle l'Orient, mais qui n'existe pas en fait. C'est un fantasme. Et ça, c'est vachement intéressant pour nous. C'est tout ce que a dit Pascal en fait sur les projections qu'on fait sur la colonisation. La mission civilisatrice, c'est aussi une projection. Les représentations de l'Afrique et des Africains sont une projection. Et pour nous, dans le travail qu'on a fait, c'est une des conditions culturelles de possibilité de la colonisation elle-même. Et c'est une condition de possibilité culturelle de ce qu'un Sarkozy va dire en 2007 ou ce que Fillon va dire en 2017. Donc nous sommes construits par ça. C'est au fond de nous, en quelque sorte. Et ben, il faut le déconstruire. C'est ce qu'essaye de faire Saïd. Ensuite, 10 secondes. Ensuite, qu'est-ce que fait la théorie postcoloniale? Je développe juste un dernier point qui me paraît important. On pourrait encore en trouver beaucoup d'autres. Mais c'est que la colonisation a des effets qui sont des effets matériels, on les connaît très bien, c'est la domination par la gouvernance coloniale, ce qu'on a dit sur les violences, la torture, etc. Mais que ça a aussi des effets psychiques. Ça a des effets psychiques, et Fanon le montre très bien, et c'est un il est à la généalogie aussi des postcolonial studies. Et les effets psychiques, c'est par exemple les effets que ça produit chez le colonisé. Albert Memmi le montre à peu près en même temps que Fanon, voilà, portrait du colonisateur, qu'en fait on crée des gens qui sont hybrides, qui sont entre deux mondes, qui sont tiraillés en fait entre leur culture et une autre, et en même temps attirés vers le dominant et en même temps méprisés par lui, voilà, et comment le racisme détruit. Et ben voilà, j'ai pris les 4 minutes, je suis désolé. Merci à tous, on est obligé de boucler.